Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la qualité de l'air intérieur. Vous êtes quelques-uns à vous êtes déjà connectés. Je vais laisser encore quelques instants avant de commencer réellement le webinaire pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Euh, mais on va quand même honorer ceux qui sont à l'heure pour ce webinaire. Ça arrive tout doucement. Donc, j'espère que vous voyez bien le slide. Donc, pour ceux qui arrivent, je réitère, bienvenue à ce webinaire dédié à la qualité de l'air intérieur, qui est organisé par le Pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre d'une animation territoriale et régionale dédiée à la qualité de l'air intérieur. Donc, les arrivées se sont un petit peu calmées et je vous propose de commencer. Et ceux qui arriveront plus tard ne rejoindront en cours de route. Donc, encore une fois, bienvenue à ce webinaire dédié à la qualité de l'air intérieur. Il s'agit du deuxième webinaire dans un cycle de 3. Et aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au diagnostic de l'état initial et comment réduire les pollutions qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur du bâtiment. Le programme du jour va vous permettre, dans un premier temps, de savoir comment élaborer un diagnostic de l'état initial, notamment pour réduire le transfert de pollution extérieure. Et la deuxième partie sera consacrée à la réduction des pollutions intérieures, notamment par un choix avisé des produits de construction en contact avec l'air intérieur. Quant à moi, je m'appelle Lina Bourgeois, je travaille au Pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté, qui est le centre de ressources régionales dédié aux bâtiments durables en Bourgogne-Franche-Comté. Notre mission, c'est d'accompagner le changement de pratique des professionnels et acteurs du bâtiment dans le cadre de la transition énergétique. Cet accompagnement peut prendre la forme d'événements de sensibilisation et d'information, comme aujourd'hui, ou encore des formations, ou de manière plus large, un accompagnement, une mobilisation autour de différents sujets. Le pôle énergie est membre du réseau bâtiment durable, animé par l'ADEME. On est 21 structures au niveau national et nous sommes financés par la région Bourgogne-Franche-Comté, l'ADEME et l'Agence régionale de santé. Alors pourquoi ce cycle de webinaires sur la QAI? Tout simplement parce que la QAI est une préoccupation de santé publique qui n'est pas encore suffisamment prise en compte par les acteurs du bâtiment. Et chaque maillon de l'acte construire a un rôle à jouer pour réaliser un bâtiment sain. Et cet enjeu s'accentue encore quand il faut concilier efficacité énergétique et qualité de l'air intérieur. Je voulais aussi préciser que l'action du pôle énergie en matière de qualité d'air intérieur s'inscrit dans le cadre du PRSE 4, donc le plan régional santé-environnement de l'Agence régionale de santé en Bourgogne-Franche-Comté. L'objectif de ce cycle de webinaires est de vous outiller pour une meilleure prise en compte de la QAI dans le cadre de vos projets. Donc, on vous a donné rendez-vous pendant 3 mois, une fois par mois, pour approfondir le sujet. Le premier webinaire qui était dédié aux enjeux et stratégies est déjà passé. Il est disponible en replay. Et après celui d'aujourd'hui, on aura un webinaire dédié au renouvellement d'air au mois de décembre. Quelques modalités pratiques avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Nous allons passer une grosse heure ensemble jusqu'à 12h15. Vos caméras et micros sont désactivés, mais vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat. Nous avons réservé du temps pour vos questions en toute fin de webinaire, donc n'hésitez pas. Et je précise aussi que le support de présentation vous sera bien envoyé et le webinaire sera disponible en replay. Et avec ces mots d'introduction, je vais donner la parole à Soline. Bonjour Soline. Donc Soline Martin du cabinet Médico Conseil et Formation. Merci Soline d'avoir pris ton temps pour nous partager ton expérience et ton expertise en matière de qualité de l'air intérieur. Je vais départager et pour te laisser la main pour donc du coup lancer le sujet avec, je pense, pour commencer, un petit rappel de ce qu'on s'est dit lors du premier webinaire pour initier l'échange. Alors,
Bonjour à tous, donc Soline Martin. Merci Lina de me donner la parole pour ce webinaire et ravie de vous retrouver donc pour ce cycle. Voilà, donc on est à peu près à la mi-temps et aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet avec les clés à la fois en diagnostic et en conception pour aller vers des bâtiments plus respectueux des occupants. Je partage mon support. Est-ce que vous voyez correctement les slides? C'est bon, Nina? Oui, pardon, j'avais coupé mon micro, ça s'affiche très bien. Super. Euh, donc en introduction, j'aime bien rappeler ce qu'on disait en webinaire numéro 1, qu'on construit des bâtiments pour l'homme. Qu'il faut, quand on parle de performance du bâtiment, ne pas parler que de performance énergétique ou environnementale, mais bien prendre en compte qu'un bâtiment performant, c'est aussi un bâtiment qui préserve la santé. Et l'objectif, c'est de voilà, vous apporter le maximum ce matin pour construire des bâtiments qui répondent aux 3 dimensions de la santé et surtout celle de la qualité de l'air intérieur, donc qui est un des enjeux de la santé et qui se traduit par un effort en conception, mais d'abord en programmation en amont, puis derrière en construction sur la phase chantier et en réception. Donc on va faire un bref rappel de certaines petites choses, mais on ira directement dans quelques minutes sur la partie diagnostic. Voilà, pour mémoire, ou en tout cas pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, Medieco est une équipe basée entre Lyon et Nantes essentiellement, et qui est composée donc de profils variés. Notre bureau d'études accompagne les acteurs du bâtiment et de l'aménagement à mieux intégrer les thématiques de santé, que ça soit à l'échelle du bâtiment, de l'îlot, du quartier, de la ville. Donc la santé, c'est large, c'est le bien-être physique, psychique, social. Et la qualité de l'air intérieur est un des sujets qu'on traite chez Medieco depuis de nombreuses années. On est expert en qualité de l'air intérieur et pionnier sur le sujet. On traite donc différentes missions chez Medieco et notamment l'accompagnement de projets de toute typologie, que ce soit bâtiment de bureau, bâtiment de logement collectif ou accompagnement de collectivités sur donc cette fameuse qualité de l'air intérieur. C'est ce qu'on appelle l'AMO pour des opérations sur toute la France. On fait aussi de l'AMO sur la santé, plus largement. Donc, on élargit toutes les thématiques, et pas que la qualité de l'air intérieur, parfois avec différents référentiels, labels, certifications, mais pas que. On fait de la mesure de qualité de l'air intérieur. On verra ça en webinaire numéro 3. Les audits sanitaires, quand on suspecte que l'air est responsable de certains désordres chez les habitants ou les occupants. Et puis des missions à l'échelle de la ville, comme je disais, on accompagne les industriels et aussi on fait des sensibilisations et formations, comme aujourd'hui. Et puis, des projets innovants. Alors, R&D chez Medieco, c'est vraiment un mot, mais très appliqué au sens, c'est la fabrication la création d'outils à destination des professionnels pour améliorer les compétences, les connaissances sur le sujet de la qualité de l'air intérieur. Alors, j'en avais cité quelques-uns la fois dernière. Là, je vais aller directement sur Écrin, par exemple, qui est une démarche de management qui vise l'amélioration de la qualité de l'air à toutes les phases d'un projet. Donc là, ce qu'on dit ce matin sur la partie diagnostic et conception, Écrin en parle aussi, bien sûr. Et cette démarche, je vous invite aussi à l'explorer puisque la région Bourgogne-Franche-Comté en est à l'origine. Ensuite, par exemple, dans nos projets de R&D, vous avez Crèche Pifri et Expert, qui sont des projets où on recherche plus précisément les perturbateurs endocriniens dans les établissements de crèche. On les cherche à les identifier, à les mesurer et à voir s'il y a des recommandations derrière pour les éviter. Vous avez des projets comme Circulaire aussi sur le réemploi des matériaux, donc sujet qu'on va aborder aujourd'hui, les matériaux, mais là où c'est un projet de recherche plus précis sur le réemploi des matériaux au regard de la qualité de l'air, par exemple. Voilà, donc sans vous alourdir sur tout ça, c'est des propositions en tout cas pour vous pour aller plus loin, puisque c'est des projets qui sont soutenus par l'ADEME, des subventions qui permettent de créer ces projets à plusieurs structures. Et donc les rendus sont publics. Tous les rapports finaux, quand ils sont réalisés, sont disponibles. Donc c'est un avantage aussi de pouvoir aller chercher tout ça pour votre pratique.
Je reviens sur le webinaire numéro 1 très rapidement pour vous rappeler que la qualité de l'air intérieur est une stratégie à toutes les phases d'un projet, puisque sans revenir sur les polluants et sources associées qu'on avait regardé en webinaire numéro 1, les impacts sanitaires et le contexte autour de la qualité de l'air intérieur, ça, on avait bien détaillé tout ça la première fois. Ici, on va rentrer dans les premières étapes d'un projet de construction ou de rénovation pour savoir quelles sont les clés pour intégrer la qualité de l'air intérieur. Donc en ville, ça reste bien sûr tout l'enjeu, car c'est bien sûr pollué à l'extérieur et donc du coup aussi à l'intérieur. Que ça soit dans un contexte moins urbain, c'est aussi bien entendu un sujet d'intérêt. Comme on va le voir, tous les sites sont concernés. La stratégie, donc, laquelle elle est, c'est de savoir économiser l'énergie sans faire l'impasse de la santé. Donc, ça veut dire comment on construit ou on rénove. C'est d'abord réduire les transferts de pollution extérieure. On va revenir sur ça aujourd'hui. C'est s'intéresser à qu'est-ce qu'il y a dans le sol, qu'est-ce qu'il y a dans l'air, et savoir si on est concerné par des dépassements de seuil, de recommandations qui mériteraient des recommandations d'actions concrètes pour le bâtiment qu'on construit ou qu'on rénove. Ensuite, il y a l'effort de limiter toutes les sources intérieures qui pourraient, elles aussi, émettre des polluants par notre construction. Donc là, on a vraiment la main aussi pour limiter ces pollutions intérieures. Et enfin, en webinaire numéro 3, on ira sur la ventilation, donc le renouvellement de l'air, adapté aux besoins des occupants, et aussi comment on pérennise les actions en exploitation. Donc voilà pour ce rappel bref. Aussi vous redire que la qualité de l'air intérieur est un effort qui passe à toutes les phases d'un projet. L'analyse de site est la première brique qui permet d'identifier s'il y a sujet ou non sujet afin de savoir s'il y a des recommandations pour limiter les transferts de pollution extérieure vers l'intérieur du bâtiment. C'est l'objet finalement de notre première partie aujourd'hui. On définit donc des objectifs en début de projet, en programmation, comme le seraient d'autres thématiques comme l'énergie, par exemple. Puis, à la phase conception, son objectif, c'est d'aller pas à pas pour traduire les objectifs de plus en plus en détail vers la dernière étape de la conception qui est fondamentale, celle de la consultation des entreprises. Là où on écrit les CCTP, les CCT communs aussi, CTC, là où on donne toutes les prescriptions, et où on regarde aussi si toutes les références de produits concordent avec ce qu'on avait recommandé en termes d'objectifs qualité de l'air intérieur. Donc ça, c'est une étape fondamentale, mais avant tout ça, il y a des étapes amont qui sont aussi importantes pour bien communiquer dans l'équipe de maîtrise d'œuvre ou avec la maîtrise d'ouvrage. Puis, l'équipe d'entreprise est consultée, et là, on peut aussi avoir un regard pour explorer les candidatures, savoir si elles répondent aux objectifs qualité de l'air ou bien recommander des choses à ce stade. Puis, la phase chantier qui s'anticipe très en amont, en fait, dès la phase diagnostic ou début de conception, on va dire quand même. Là, on a des choses à dire pour la phase chantier et à anticiper, que ce soit en termes de planning ou de choix des produits ou bonne pratique sur le chantier. Donc là, c'est une étape qui est essentielle vis-à-vis de tout ça. Et puis, elle finit par la réception des ouvrages, qui est aussi une étape fondamentale pour la qualité de l'air, puisqu'on vient vérifier que la qualité de l'air est au rendez-vous par rapport aux objectifs initiaux. Étape qu'on verra au webinaire numéro 3, puis l'exploitation. Merci beaucoup, Céline, pour ce rappel du contexte. Donc là, tu nous proposes dans un premier temps de nous intéresser aux polluants extérieurs et tu as fait le choix de faire un focus spécifique pour commencer sur le trafic routier qui est omniprésent, quelle que soit la localisation. Donc, je te laisse approfondir ce sujet, comment tenir compte de, Oui. j'allais dire de ce fléau, mais en fait, non, c'est simplement du trafic. Alors, il faut faire avec. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup de sites se construisent à proximité ou à grande proximité de trafic routier. L'idée n'est pas voilà, de ne pas construire à côté, mais en tout cas de s'interroger si le site voilà, qu'on a en tête ou qu'on a de fait mérite des recommandations particulières. Donc, il faut identifier d'abord toutes les sources de pollution qui entourent le site, regarder les distances aussi de ces sources-là. Et effectivement, la principale source qu'on regarde en premier, c'est le trafic automobile.
Et à partir de quand considère-t-on qu'on est impacté? C'est vraiment ça la question principale. Cette source de trafic automobile, on l'a vu en webinaire 1, émet principalement particules fines, enfin émet, on va dire, particules fines, dioxyde d'azote et benzène. On ne va pas refaire l'histoire de ces polluants, simplement, c'est vraiment les 3 catégories de polluants qu'on a par cette source-là. Les particules fines, comme le nom l'indique, ce sont des particules. Les dioxydes d'azote et benzène, ce sont des composés chimiques, volatiles. Donc, 2 catégories distinctes de polluants, certaines particulières, d'autres chimiques, donc gazeuses. Donc, l'objectif, là, c'est de rentrer dans cette catégorie-là précisément, puis on ira voir ensuite d'autres catégories de polluants. Excusez-moi, un point très important qui sera valable pour tous les polluants liés donc polluants atmosphériques dans l'air ambiant, c'est aussi regarder le sens du vent. Le sens du vent dominant, puisque les panaches de polluants qui pourraient se retrouver à proximité du site peuvent être ramenés sur le site en fonction des vents dominants. Ça, c'est un élément essentiel à regarder. C'est le premier élément, puisqu'en fonction de cette rose des vents, on va pouvoir, du coup, des fois nuancer ou des fois accentuer nos recommandations qu'on vient donner dans l'analyse de site. Cette rose des vents, elle est importante derrière aussi, puisqu'en fait, comme je vous disais, on est plus ou moins exposé. Et si on est exposé, ça peut engendrer un avis, par exemple, sur est-ce que le site est vraiment opportun pour construire une crèche? Ou là, on peut se poser les premières questions, c'est celle du choix du site. Il ne faut quand même pas les exclure, même si aujourd'hui la pression du foncier est énorme et qu'on n'a pas souvent le choix. Des fois, on a encore un petit peu le choix. Donc, se poser la question parfois si c'est le site sur lequel il est opportun de construire. Ensuite, la rose des vents nous impacte sur la localisation du bâtiment sur la parcelle. Des fois, de s'éloigner, c'est aussi un impact réduit. Comment on oriente les pièces, comment est-ce qu'on les préserve par la façade opposée donc au panache de polluants arrivants, et comment on organise les pièces, les locaux déchets, par exemple, qui peuvent être aussi émetteurs de polluants, enfin de nuisances elles-mêmes. Donc là, voilà, ne pas les mettre pareil en amont dans le sens du vent. Voilà, donc là, le sens du vent, déjà, n'oubliez pas qu'on démarre par ça. Ensuite, donc, vous savez que pour chaque région en France, on a une ASCA. ASCA, AASQA, c'est Association agréée de surveillance de la qualité de l'air ambiant. Et elle nous donne une source importante de données, puisqu'elles sont en continu en train de collecter de la donnée sur les concentrations en particules, en benzène, en dioxyde d'azote ou autres polluants comme l'ozone. Et il y a plein de stations réparties sur le territoire, et chaque ASCA, donc, qui est régional, vous donne librement des données. Après, il faut savoir quoi en faire. Donc, l'objectif, c'est de faire des moyennes et voir comment on se situe par rapport aux recommandations, qui sont celles souvent de l'OMS, dont on se sert très souvent, en tout cas chez Medico. Une étude qui date un peu, mais qui est celle donc d'une ASCA qui est donc à Paris, Air Paris, et qui vous montre en fait, qui est basée donc sur les valeurs moyennes annuelles recommandées par l'OMS, celle de 2005. Il y a eu des valeurs de l'OMS plus récentes, mais celle-là, cette étude est basée sur les recommandations de l'OMS en 2005, qui donnent pour les particules, le benzène, le dioxyde d'azote, des recommandations. Et cette étude montre qu'on a un axe important, c'est-à-dire 2 fois 2 voies, impacte encore à 100 mètres, donc aux environs de l'axe autoroutier, l'air ambiant. C'est-à-dire qu'il faut se situer pour les particules à 100 mètres, pour le benzène à 150 mètres ou pour l'oxyde d'azote à 200 mètres pour passer en dessous des moyennes recommandées par l'OMS. Ça, c'est une grande généralité. Là encore, vous nuancez par rapport au vent, par rapport à certains contextes aussi de topo ou de modélisation urbaine. Voilà, c'est une généralité, mais qu'il faut quand même avoir un peu en tête pour savoir si globalement vous prenez comme référence dans vos projets. En gros, prendre une référence de 200 mètres, qui dit qu'en dessous de cette distance-là à un trafic important, vous avez certainement, en tout cas, de quoi creuser sur le sujet. Pour information, donc les moyennes, pour avoir un ordre d'idée des grandeurs, l'OMS recommande en 2005, pour le dioxyde d'azote, c'est 40 microgrammes par mètre cube. Les PM10, c'est 20, et pour les PM2,5, c'est 10. Ces valeurs ont été abaissées en 2021 suite à un abaissement de toutes les valeurs recommandées par l'OMS.
Donc, les conclusions, c'est qu'on est exposé, bien sûr, à côté du périph'. Néanmoins, qu'on est encore concerné aux pollutions, encore à 100 mètres, 150 mètres ou 200 mètres selon le type de particules. Une étude aussi plus récente de RPARIF qui s'intéresse à la pollution par rapport à la hauteur des bâtiments. Alors, c'est intéressant pour la conception, puisque ça montre que, en généralité, là encore, on est censé avoir un abattement de 30% des polluants chimiques, donc gazeux, que sont le benzène et le dioxyde d'azote qui ont été explorés, entre le rez-de-chaussée et le deuxième étage. Pourquoi c'est intéressant? C'est parfois pour trouver un juste milieu dans le choix des systèmes de ventilation. Quand on est très contraint à la qualité de l'air extérieur, que pour autant on n'a pas on a une grosse réflexion sur les coûts globaux dans le bâtiment et que la ventilation à double flux serait pas possible sur tout le bâtiment, on peut parfois envisager d'avoir une double flux peut-être sur les niveaux les plus bas, à savoir rez-de-chaussée et premier étage par exemple ici. S'il y avait une crèche au rez-de-chaussée et voilà, qu'on veut quand même la préserver, et puis ensuite réfléchir à une ventilation plus classique sur les étages supérieurs. Ça, c'est vraiment quand on veut des fois un peu trouver l'entre-deux. C'est sur les mesures en réel, pas toujours si évident de trouver cet abattement. On a vu, nous, chez Medico, des mesures qui l'observation là, mais ça dépend aussi, pareil, comme je vous disais, de plein de choses, du vent, de la topographie, de la forme urbaine, etc. Et puis, il n'y a pas que la hauteur du bâtiment qui peut aussi impacter sur les pollutions de polluants. C'est aussi, par exemple, le nombre de voies, bien sûr, le nombre de véhicules, la fluidité de circulation. S'il y a un feu tricolore, s'il y a un rond-point, s'il y a une décroissance, enfin, s'il y a un passage d'Odane, pardon, c'est ça que je cherchais, qui aussi impacte le freinage, puis l'accélération et donc la pollution possible à cet endroit. Voilà, donc la topographie aussi qui parfois retient certaines pollutions dans des sortes de bassins, alors que quand il y a une topographie assez dégagée, on a plus d'homogénéité des pollutions dans l'air ambiant. Voilà, donc plein de choses qui peuvent quand même conditionner à la fois l'analyse de site et puis aussi les recommandations. Cette étude, ensuite, que je vous montre, c'est celle donc, du CSTB et d'un laboratoire qui montre, en fait, un truc intéressant, c'est que le dioxyde d'azote, donc un des composés dont je vous parle pour le trafic automobile, est un indicateur très intéressant du transfert de l'air extérieur vers l'air intérieur, puisqu'en fait, son taux de transfert est de 100%. C'est-à-dire que quand on a une pollution extérieure, on a beaucoup de chances de retrouver à peu près la même concentration en air intérieur. Donc ça aussi, c'est intéressant à prendre en compte, c'est-à-dire que quand il y a une pollution gazeuse, donc de type NO2 issue du trafic automobile, c'est important de la considérer dans le choix de systèmes de ventilation permettant peut-être de limiter le transfert. Mais ça, c'est pas toujours possible techniquement, mais en tout cas, quand on parle de populations vulnérables comme les enfants, on le voyait en webinaire numéro 1, des populations plus vulnérables, alors il est important voilà, de bien retenir que c'est un indicateur intéressant. Je vous fais visualiser ensuite quelques photos prises par des collègues sur le terrain. Donc l'issue de la mesure de particules en zone rurale, dans le cas d'un appartement à proximité d'un périph', et puis dans un appartement qui en plus contient quelqu'un qui est fumeur. C'est pas pour vous dire que visuellement ça nous suffit à interpréter, mais c'est plus pour vous montrer quand même que l'impact est même visible dès la mesure, comme quoi il y a sujet. Cette slide, ensuite, c'est pour vous montrer que chaque région a une ASCA. En fonction de là où vous vous situez, vous avez l'ASCA correspondante. Donc, chez vous, c'est donc l'ATMO Bourgogne, Franche-Comté. Donc là, je vous fais un extract. C'est juste pour vous montrer que vous trouvez les données en allant chercher sur le site internet, en fait, la station la plus proche ou celle que vous choisissez de prendre parce que certaines sont un peu plus loin, mais parfois plus représentatives de mon cas que je suis en train d'avoir pour une réhabilitation ou une construction. Donc, c'est pas forcément la plus proche qu'il faut chercher, mais celle qui vous semble la plus représentative.
Et puis ensuite, vous allez chercher les données. En fonction des stations, on n'a pas toujours tous les polluants, mais bien souvent, on a quand même les particules et au moins le benzène ou le dioxyde d'azote qui vous permettent de voir. Ensuite, vous tirez les moyennes annuelles pour les analyser. Euh, voilà. Ensuite, je voulais vous communiquer les recommandations de l'OMS. Donc, celle de 2005 avait été utilisée dans les études que je vous ai montrées précédemment. Il faut garder en tête que ces concentrations recommandées ont été abaissées. Donc, vous les voyez sur la droite du slide. Il s'agit bien de recommandations, pas de réglementation. Néanmoins, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, vous savez que c'est quand même un organisme de référence. Et en tout cas, nous, c'est à ces valeurs-là qu'on s'appuie, en fait, sur lesquelles on s'appuie quand on doit argumenter auprès d'un maître d'ouvrage le besoin de filtrer l'air extérieur. Euh, L'objectif, c'est pas d'imposer un système de ventilation à tous les projets, c'est bien d'adapter en fonction de la pollution de l'air extérieur. Et la réflexion, elle doit vraiment être portée en tout début de projet, puisque quand on demande une filtration, c'est vraiment en tout début de projet où il faut dimensionner les coûts et pas attendre trop longtemps dans la conception, sinon le sujet arrive trop tard. Slide suivant, c'est pour vous montrer en fait du coup de ces analyses-là de l'air ambiant. On, on regarde s'il y a des recommandations en termes de filtration. Donc, si les concentrations particulières dépassent les seuils recommandés, alors on ira vers des filtres particulières. Et dans certains cas seulement, oui, je disais dans les filtres particulières, on adapte le niveau de filtration en fonction de la pollution de l'air extérieur. Parfois, on vient aussi combiner plusieurs filtres, un filtre plus grossier en amont qui coûte moins cher et qu'on vient remplacer assez souvent, et qu'on combine à un filtre plus fin derrière qui coûte plus cher et donc du coup qu'il faut mieux préserver en aval. Et puis dans le cas de pollution donc, gazeuse type NO2 ou bien benzène, parfois on vient réfléchir à une filtration moléculaire. Alors attention, c'est pas systématique puisqu'elle coûte cher, elle prend beaucoup de place dans les bâtiments aussi, et puis surtout en entretien, en maintenance, elle peut être onéreuse, mais dans les cas où on s'occupe de populations vulnérables, il faut réfléchir donc aussi à l'intégrer. Elle passe par du charbon actif, bien souvent. Et puis, on peut aussi avoir des filtres combinant les deux types de filtration. Ensuite, on va vers une seconde catégorie de pollution, celle issue du sol. Donc, on a vu qu'il y avait essentiellement le radon et puis les pollutions liées à l'activité anthropique des précédents occupants, on va dire, industrie ou autre activité. Je n'exclus pas toutes les autres pollutions extérieures dans l'air ambiant, c'est juste que voilà, j'ai fait un focus. Il y a aussi, bien sûr, Ouais. toutes les activités agricoles, industrielles ou autres, mais il Et fallait faire des et choix. c'est un focus important en Bourgogne-Franche-Comté parce que le radon est très présent dans certaines parties de notre région. Alors, je vous montrerai juste après comment on trouve si on est concerné ou pas concerné dans votre territoire. Mais juste voilà, pour vous dire que le radon, c'est un gaz radioactif d'origine naturelle, présent partout, mais sur la surface de la planète, mais plus préférentiellement sur les sols granitiques ou volcaniques. Mais attention, ne faites ne pas toujours juste dire qu'on est un sol granitique ou volcanique, donc concerné, ou bien sinon non concerné. C'est pas si simple, puisqu'une seule faille, par exemple géologique, peut vous ramener du radon à la surface de la planète. Ensuite, sa teneur varie donc en fonction de la nature géologique et il est quand même classé cancérogène du groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer depuis 87. Je ne referai pas les chiffres que j'ai fait en webinaire numéro 1, mais en tout cas, il est responsable d'environ 10% des cancers du poumon. C'est un gaz d'intérêt majeur et qu'il faut voilà, laisser dans le sol, on va dire, quand il est là, et ne pas faire tout ce qu'il faut pour ne pas le retrouver dans l'air intérieur. Donc, en fait, euh, comment savoir si on est concerné? Donc, vous allez sur en fait, la carte de l'IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Vous pouvez taper votre commune et chercher si vous êtes en catégorie 1, 2 ou 3. 1 est la moins concernée, 3 est la plus concernée. Donc là, je suis passée à Besançon. Après, la qualité de l'extérieur, je suis allée plutôt aller
dans une autre commune. Et là, vous voyez qu'ici, Besançon est en catégorie 1 et que pas très loin, cependant, on arrive sur des catégories 3. Ça peut être assez rapide. Donc, le maillage est devenu plus fin. Alors, on n'avait que des cartographies à l'échelle du département avant. Donc, c'est déjà un maillage plus fin. Attention, cependant, d'un site à l'autre, on peut encore avoir des variétés. Mais en tout cas, ça vous donne une bonne idée. En gros, quand on est catégorie 1, on a de faibles chances d'avoir du radon dans les futurs bâtiments. Donc, on ne met pas en place des pratiques euh, spéciales. Par contre, si on est en hachuré ou en rouge, donc en catégorie 2 ou 3, on peut considérer qu'il faut mettre en place des mesures de prévention. On peut faire des mesures complémentaires de radon pour être sûr. Ça ne coûte pas très cher quand on est en réhabilitation, puisqu'on peut mettre un petit dosimètre, comme on va voir. Après, quand on est sur un site nu, il faut voir si ça vaut le coup. Nous, on se fie plutôt à la carte de l'autre côté. L'information est facile à trouver, gratuite et de bonnes indications aussi pour savoir s'il y a des choses à faire. Bon, justement, on arrive sur la diapo de la mesure. Donc, c'est possible de mesurer les impacts dus aux dégradations de radon, qui est donc un gaz radioactif, sur des dosimètres. Donc ça, c'est adapté quand on est en réhabilitation, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque quand on a un sol nu, c'est assez compliqué de voir comment le radon va migrer dans l'air intérieur des futurs bâtiments. Ça dépend de plein de choses, comment la nature du sol, bien sûr, jusqu'au bâtiment qu'on va construire et qu'on ne peut pas vraiment prédire le transfert qui sera entre le sol et le futur bâtiment. Donc là, autant mettre l'argent sur des mesures préventives plutôt que vouloir faire des mesures très complètes, je pense, à mon sens, de radon en cas de construction sur un site nu. Mais en tout cas, c'est possible. Comment on empêche le radon de pénétrer dans les bâtiments? Donc ça, ce sont des éléments que vous avez vus avant qui vont vous donner une indication s'il y a des choix constructifs ou des choix à conseiller dans un projet. Donc la première disposition, quand on a du radon, mais c'est aussi valable pour des pollutions finalement anthropiques qui seraient liées à l'activité passée et qu'on voudrait aussi, dont on voudrait se protéger, c'est d'abord d'empêcher le radon de pénétrer dans le bâtiment. Donc, empêcher le radon de rentrer dans le bâtiment par différents biais. La première chose, c'est plutôt en neuf qu'on a la main pour le faire, c'est de créer un espace tampon, par exemple un vide sanitaire, en dessous des espaces occupés pour si possible avec une extraction mécanique, mais déjà une extraction naturelle, enfin ventilation naturelle est déjà très bien, mais une ventilation mécanique permet de maîtriser les débits d'air. Cet espace tampon, il permet au gaz de ne pas passer dans l'espace de vie. De toute manière, radon ou pas radon, c'est toujours bien de construire avec un vide sanitaire pour aussi gérer d'autres problématiques, mais c'est toujours plus facile en construction neuve de donner cette recommandation, bien entendu. Ensuite, quand on a pas la main ou pas décidé de faire un vide sanitaire, on peut aussi travailler en rénovation ou en neuf aussi sur l'étanchéité renforcée. Ça, c'est vraiment un point essentiel quand on parle de radon. C'est plus difficile dans le cas de la réhabilitation de traiter toutes les fuites, mais c'est un travail indispensable. Alors, ça peut passer par déjà un travail renforcé de l'étanchéité de l'interface sol-bâtiment. C'est un travail à tous les points de jonction beaucoup plus précis, les passages de canalisation ou tous les points un petit peu qui pourraient être des points de remontée potentielle du radon. Puis c'est un travail aussi sur ne pas oublier les façades verticales, par exemple quand on est en cas de sous-sol, de stationnement, de souterrain, c'est mettre des membranes, par exemple d'étanchéité anti-radon, à la fois en horizontal mais aussi en vertical sur les murs. Ensuite, en neuf ou en réno, c'est inverser les flux de radon. Ça, on peut le travailler soit en mettant en dépression les espaces tampons type vide sanitaire ou souterrain de stationnement dans le cas, ou bien en surpression dans les espaces de vie, les espaces occupés les plus bas dans le bâtiment. Ça, c'est pour en fait contrer le passage du radon dans l'espace de vie. Vous comprenez que si on est en dépression, bah, déjà, voilà, on évacue le radon par le souterrain ou par l'espace ventilé le plus bas qui n'est pas occupé. Donc ça, c'est super intéressant, c'est la meilleure disposition. Sinon, si on ne peut pas faire ça, ou même en complément de ça, on peut mettre en surpression l'étage le plus bas qui est occupé pour finalement, c'est une légère dépression de quelques pascals pour contrer le passage du radon dans l'espace de vie.
Ensuite, la dernière disposition, c'est d'éliminer le radon par la dilution en améliorant le renouvellement d'air. Donc ça, on travaille sur les questions de débit. Et la stratégie, elle commence par tout ce que je vous ai dit avant. Et puis, il faut bien garder en tête que comme n'importe quel polluant, quand on réhabilite, on étanchéifie et dans ce cas-là, on isole et on a tendance à concentrer les polluants dans l'air intérieur. Donc, c'est pour ça que le sujet a encore plus d'importance en réhabilitation quand on est exposé au radon. Ensuite, je vous mets un slide pour tout ce qui concerne les pollutions de sol, mais liées à l'activité anthropique, c'est-à-dire l'activité humaine passée sur le sol qui a pu dégrader la nature, l'état du sol. Il n'y a pas qu'un impact environnemental, il y a aussi un impact pour la qualité de l'air futur quand on parle de pollution qui pourrait être volatile et donc se retrouver dans l'air intérieur malgré la construction du bâtiment. Là encore, par tous les défauts d'étanchéité, les pollutions volatiles, notamment par exemple les pollutions chlorées ou en tout cas halogénées issues du sol, les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou autres métaux parfois volatiles, peuvent donc migrer dans l'air intérieur. Donc, comment savoir si on est exposé? C'est les bases de données Basias et Basol ou le registre IREP sur GeoRix risques qui vous permettent de recueillir l'information. Après, il faut savoir si on est donc concerné par une ancienne activité ou pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a un risque, ça veut dire qu'on est potentiellement à risque. Et après, chercher quelles sont les activités de cette industrie ou activités passées pour voir si elle utilisait, par exemple, des produits qui pourraient être volatiles. On pense beaucoup à l'industrie du métal qui utilise des produits qui peuvent être ensuite volatiles et se retrouver dans l'air, mais ce n'est pas seulement cette activité-là. Donc, je vous invite à creuser. Il y a aussi, bien sûr, les diagnostics de pollution de sol qui arrivent hein, dans les études obligatoires, en tout cas recommandées dans certains projets. Mais ne pas attendre, en fait, cette étude beaucoup plus complète hein, qui va arriver. Et parfois, juste une recherche en amont permet de savoir s'il y a des sujets ou pas de sujets sur la qualité de l'air future. Aussi, dans les pollutions qu'on n'a pas traitées, vous pourrez aussi peut-être chercher tout ce qui est, voilà, je repasse dans l'air ambiant, mais tout ce qui est pollen lié aux pollinisations des arbres ou des arbustes, etc., tous les végétaux. Donc, certains pollens ont un potentiel allergisant plus grand que d'autres. Ça, c'est important aussi d'aller chercher ça pour la construction future du bâtiment et de ses environs, mais aussi savoir ce que les environs nous émettent, on va dire, sur le site. Voilà pour le cas de l'exposition à certaines pollutions en fait, extérieures qu'on avait choisi de traiter aujourd'hui avec vous. Et puis, je fais un point plus particulier sur le cas d'une rénovation. Il y a quelques petits points quand même, bien sûr, à regarder dans le bâtiment. Donc ici, dans le cas d'une rénovation, c'est essentiellement le système de ventilation qu'on va aller explorer. Pourquoi ce point-là plus particulièrement, c'est que normalement, les matériaux et les produits, déjà, ils ont dégazé depuis de nombreuses années. Et puis, bien souvent, on vient remettre des produits par-dessus. Donc là, c'est les nouveaux produits qui seront plutôt explorés, mais pas forcément ce sur quoi on recouvre, hormis des pollutions très particulières, mais qui sont très encadrées d'un point de vue de la réglementation, c'est l'amiante, c'est le risque de saturnisme avec les peintures au plomb, etc. Donc, il faut faire attention, par exemple, sur les peintures au plomb, si des portes sont poncées voilà, et remises en rénovation, là, c'est important de faire attention à ces peintures-là qui peuvent contenir du plomb, par exemple. Mais bien souvent, c'est vraiment l'usage du chantier qui est concerné et pas l'occupant futur. Et puis, le risque de plomb, c'est pas l'ingestion. Donc là aussi, faut se protéger, mais voilà, ça serait dans le cas de peinture ingérée par les enfants, par exemple, ou autre. Non. Mais sinon, le sujet principal, c'est la ventilation. Et là, on regarde si le bâtiment contient une ventilation, un système de ventilation, si ce système de ventilation est naturel ou bien mécanique. Et puis ensuite, on vient regarder l'emplacement des entrées d'air, des bouches d'extraction, si les portes sont détalonnées pour permettre le balayage de l'air, si les conduits sont en bon état, si les conduits sont isolés pour éviter justement la condensation et donc du coup la multiplication de bactéries ou de micro-organismes moisissures dans les conduits. Si les ventilateurs sont accessibles, grand sujet, ce n'est pas toujours le cas et c'est ensuite une
comment dire, une exploitation qui est forcément compliquée si on n'a pas d'accès à des trappes ou autres pour changer les filtres ou autres. Et puis ensuite, on fait des mesures d'air. C'est possible, donc en rénovation, de s'assurer que les débits sont au rendez-vous, ou alors les pressions en fonction des types de bouches, pour voir si le système fonctionne. Euh, c'est le point essentiel à regarder en rénovation. Voilà, donc avec Lina, on a ensuite choisi de vous présenter ce matin une autre partie pas d'une mission finalement qui pourrait être celle de vous accompagner en fait en pas à pas. Donc là, on démarre après la phase diagnostic, la phase conception. Donc la phase conception, c'est les produits de construction aujourd'hui qu'on traite, et puis on traitera de la ventilation une prochaine fois. Donc, il y a les pollutions provenant du bâtiment. Celles-là, on a la main en tant que concepteur pour les limiter. En amont des slides qui suivent, je voulais vous dire que chaque produit de construction ou de finition doit bénéficier de la même caractérisation sanitaire. C'est-à-dire qu'on doit regarder les émissions en polluants volatiles, on doit regarder les émissions en fibres et particules, comment le matériau se comporte par rapport au développement des moisissures, et comment ce matériau aussi peut potentiellement émettre du radon ou d'autres substances radioactives. Ça, c'est une directive qui dit tout ça. Je ne l'invente pas. Et en fait, cette directive, elle doit s'appliquer à tous les produits, quel que soit le type de produit, et même les produits biosourcés, par exemple. Donc, voilà, c'est la base d'évaluation pour tous les matériaux. On a vu en webinaire numéro 1 ce qu'est la grande famille des composés organiques volatiles. Je ne vais pas revenir dessus ce matin, mais en tout cas, c'est la grande famille de polluants volatiles qu'on retrouve dans les peintures, les colles, les vernis, les lasures, ou différents produits pour les liants, pour le bois, les produits ménagers, etc. Donc ça, c'est une grande famille qu'on avait bien traité la dernière fois, et on y reviendra encore aujourd'hui puisque c'est une source de polluants majeure dans les produits de construction. Elle contient notamment le formaldéhyde, cette famille-là. Le formaldéhyde est un polluant qu'on a vu aussi la dernière fois et qui est un polluant un peu star dans le bâtiment puisqu'on le retrouve dans beaucoup de produits et de façon très homogène dans le bâtiment puisqu'il est le COV le plus léger. Je vous présente donc une des premières clés pour choisir des produits faiblement émissifs. Je me doute que certains ou certaines parmi vous connaissent bien cet étiquetage. Je voulais quand même vous redire en quoi il consiste, puisque il a ses avantages et puis aussi ses limites, qui est important de comprendre. Cet étiquetage, il est obligatoire pour tous les produits de construction et de finition en contact avec l'air intérieur. Une liste précise des matériaux concernés est disponible sur le site du ministère. C'est aussi les produits de pose et tous les produits associés. Il renseigne sur les émissions en composés organiques volatiles des produits et il porte sur 10 polluants plus la charge globale en composés organiques volatiles totaux. Il propose 4 classes d'émissions allant de A+, très faibles émissions, à C, les moins bonnes émissions, ou bien sans information. Et là, un point important, il n'y a pas d'interdiction de mise sur le marché. L'étiquetage est obligatoire, mais en fait, la seule obligation, c'est une autodéclaration, c'est-à-dire que la seule obligation est qu'un produit ait l'information sur son produit, mais ce n'est pas que d'avoir fait des tests en laboratoire, ils ne sont pas obligatoires. Donc, pour s'assurer de la conformité à la classe d'étiquetage affichée sur le produit, il est nécessaire de récupérer auprès du fabricant un rapport d'essai ou une attestation de conformité produite par un laboratoire accrédité indépendant. Autre point important aussi, et une limite, juste pour comprendre, c'est que on teste le produit brut et pas le produit posé. En fait, le produit, c'est pas seulement le revêtement de sol, c'est aussi le revêtement de sol plus la colle. Donc, voilà, c'est important de voir le complexe à chaque fois et non pas seulement le matériau qu'on regarde. En quelques mots, voilà, on fait les études en fait sur ces normes qui encadrent tout ça. L'échantillon sort d'usine, il est ensuite mesuré dans des conditions maîtrisées en chambre d'essai. Tout ceci est défini par la norme qui s'affiche à l'écran. Et on récupère en fait le résultat à 28 jours. Ça, c'est pour vous dire quels sont les polluants concernés par la réglementation. Donc, vous les voyez affichés.
et ensuite, on regarde la charge globale en composés organiques volatiles. Quoi vous dire? Bah, le formaldéhyde, vous le retrouvez. Et c'est le premier qui est affiché en haut de tableau. Donc, on le retrouve dans les produits liquides parce qu'il est un excellent conservateur, comme dans les peintures ou dans les vernis, tout autre produit liquide. Par exemple, les colles aussi, parce qu'en fait, il a aussi une résistance mécanique intéressante pour les industriels. Et puis, on le retrouve dans les liants aussi. Liants, que ce soit les liants pour les fibres d'isolation, pour les fibres de particules. Alors, les compositions évoluent aujourd'hui, mais voilà, c'est important de veiller à ne pas en avoir dans ces liants également. On regarde un peu moins la composition des liants et c'est important aussi de s'en affranchir. On le retrouve un petit peu aussi dans le bois, hein, je vous avais dit naturellement, mais ce n'est pas sa plus grande origine. Voilà, donc là, on ne va pas détailler tous les polluants, mais en gros, quand un seul des seuils pour une seule substance est dépassé, on passe à la classe A, puis B, C, en fonction des résultats des chambres, en chambre d'essai. Là, c'est un exemple d'attestation. Il n'y a pas que Eurofins, mais Eurofins est un des laboratoires qui fait des mesures en chambre d'essai avec, selon voilà, donc des protocoles accrédités. C'est important de vous rappeler qu'une des recommandations importantes est donc d'avoir une classe A+ pour tous les produits concernés par l'étiquetage, combiné à un rapport de ce type qui montre que des tests en laboratoire ont été effectués. Donc ça, c'est une recommandation qu'on vous propose de systématiser. Je ne dis pas que c'est simple de les recueillir, parce que même nous, chez Medico, on y travaille tous les jours sur des projets d'AMO, et on a du mal à avoir ces rapports d'essai. Mais bon, on arrive à les obtenir, et quand on les a, on a au moins la garantie que, voilà, du respect, on va dire, total de l'atteinte de la classe A+. Ensuite, je voulais vous présenter la grande famille des labels qui existent pour les produits de construction et de finition. Il en existe beaucoup pour mieux choisir un produit pour la qualité de l'air intérieur. Alors déjà, attention aux labels qui seraient uniquement centrés sur la partie environnementale. Cela n'apporte pas d'intérêt pour la santé et pour la qualité de l'air intérieur. Donc déjà, regardez si c'est un label qui s'intéresse à la santé ou si s'intéresse à l'environnement. Deuxième chose, c'est regarder de préférence les labels qui parlent des émissions dans l'air plutôt que les teneurs dans le produit. Il n'y a pas de corrélation ou de proportionnalité entre les émissions et les teneurs de composés organiques volatiles d'un produit. Il faut mieux regarder les émissions d'un produit, c'est ce qu'on aura dans l'air, in fine, pour les occupants. C'est ça qui nous intéresse le plus. Malgré tout, vous en avez à l'écran qui aussi parlent des teneurs et qui nous semblent parfois intéressants, mais retenez aussi cet aspect-là de la notion de risque et de danger, finalement, qui est intéressante. Certains des labels sont spécifiques à une famille de produits. Par exemple, CTB P+, ou alors Emicode C1+, pour l'école, ne regardent qu'une seule famille de produits. À l'inverse, d'autres sont très vastes, comme l'écolabel européen que vous reconnaissez quasiment en haut à droite avec la fleur, dans plein de produits, que ce soit la construction, la rénovation, enfin, aussi les produits d'entretien, etc. Chaque label a ses exigences, c'est-à-dire sa propre liste de composés qu'il regarde et qu'il mesure, et ses seuils. Donc là, c'est là où il y a une grande gymnastique entre les différents labels, puisque il y a aussi des mises à jour, bien sûr, qui ont lieu pour ces labels. Donc, c'est quand même une sacrée liste de labels. Et puis, certains sont français, certains sont européens, d'autres internationaux. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est que l'un des avantages des labels, c'est que les labels ont une obligation de test d'émission pour les différents produits. Donc, l'affichage du label sur le produit permet de garantir les émissions. Et donc là, on ne va pas chercher forcément le rapport à côté de tests en laboratoire, puisque cette apposition de label nous suffit en fait pour justifier les émissions indiquées. Je voulais aussi vous montrer que
les labels sont complémentaires à l'étiquetage, puisqu'en fait, certains sont plus exigeants que l'étiquetage. Et donc, par exemple, pour le formaldéhyde, l'étiquetage est très exigeant, mais par contre, pour les composés organiques volatiles totaux, c'est les labels qu'on vient chercher pour aller plus loin que l'étiquetage qui est à 1000 microgrammes par mètre cube et qui est, voilà, peut-être parfois qui peut être en tout cas plus ambitieux, on va dire. Je finis avec trois familles de produits. Les revêtements de sol et de murs, qui sont une famille voilà, où on peut systématiser la recommandation de classe A+ de l'étiquetage. On préfère aller chercher des labels en plus. Et ensuite, votre réflexion porte sur la pose. Il est préférable d'avoir une pose plombante, c'est-à-dire des dalles sans colle, plutôt que la pose avec colle. Là, on n'a pas le problème de la colle. Par contre, s'il y a une colle utilisée, alors on vient chercher la classe A+, préférer la phase aqueuse, si c'est en phase aqueuse, enfin si c'est en phase liquide, et puis un label qui est spécifique aux produits de pose, qui est très intéressant, qui s'appelle Emicode. Donc on a l'Emicode EC1 ou EC1+. Et un EC1+ va plus loin, et nous, c'est mieux d'avoir des produits EC1+. Produits de pose, ça veut dire primaire d'accrochage, ragréage, adhésif, colle, mortier de jointement, etc. Donc là, c'est une famille de produits très importante qui est très peu encadrée dans les CCTP, par exemple, et qui pourtant expose à des polluants dans l'air intérieur. Et puis pareil, pour plein de familles de produits, il faut privilégier l'application des finitions de produits en usine. Enfin, pour les peintures, on ira chercher, par exemple, des produits en phase aqueuse, bénéficiant de la classe A+, et qui viennent chercher un label. Alors, on a mis des exemples, mais ce ne sont pas les seuls. Attention pour les cas de sites occupés où l'exposition aux occupants, ce n'est pas 28 jours comme l'étiquetage, mais c'est 3-4 jours. Et là, on a une exposition à plus court terme. Donc, de bien faire attention aux produits appliqués en fait, quand on est en cas en site occupé. C'est valable pour d'autres produits, mais c'est surtout les peintures qui sont concernées. Et puis, à bien aérer pendant, après l'application euh, pour diluer. Enfin, les produits à base de bois sont souvent ceux qui nous posent problème. Enfin, en tout cas, on a la main pour mieux les prescrire, mais il y a des produits en bois ou dérivés du bois qui n'ont pas forcément tous un usage normalement en contact avec l'air intérieur, qui sont plutôt destinés à la construction, mais pas forcément à être en contact avec l'air intérieur et qui bénéficient pas tous de l'étiquetage A+. Dans ce cas, on ira vers des labels particuliers comme CTBP+. Enfin, c'est non, pardon, E1 ou E05 qu'on préfère pour le choix de ces produits-là. Voilà, donc là, on vient regarder aussi les liants pour s'assurer qu'ils sont sans formaldéhyde. Et puis, on regarde tous les produits aussi associés au bois. Il n'y a pas que les produits qu'on pose, il y a aussi le vernis, la lasure ou tout autre produit qu'on viendrait appliquer sur le bois. Je termine pour vous laisser aussi le temps des questions-réponses. Donc, je termine avec quelques guides. Donc, je commence par celui en bas à droite. Finalement, c'est pour répondre aussi à des questions qui étaient venues aussi en webinaire numéro 1, qui peuvent revenir en webinaire numéro 2. Ce guide de l'ADEME récapitule très, très bien les sources et polluants de l'air intérieur et aussi les pratiques en différents stades d'un projet. Et puis à gauche, guide Grand Air, c'est un guide auquel on a contribué, Medieco, qui est un guide à destination des occupants de logements. Mais en fait, vous trouverez dedans plein de choses importantes, je pense, et intéressantes, quelle que soit la typologie, et puis qui illustreront ce qu'on a dit aujourd'hui. Voilà, donc je vous invite à voilà, poser vos questions et un grand merci pour votre attention. Merci beaucoup, Céline, pour cette intervention très, très claire, peut-être plus claire que tu pensais, parce que il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant, mais il y en a quelques-unes, donc on va aller les prendre. Je fais des exercices d'épingler. J'avais d'abord une question concernant des outils d'analyse de polluants, de benzène, de COV. Je vais voir si je le retrouve, la question. NO2, Alors oui, benzène, PM, voire je COV. l'ai sous les yeux aussi. Alors, Mm. c'est vrai que cette partie analyse, mesure, on la traitera plutôt en webinaire numéro 3. Mais oui, il existe, et on le détaillera un peu plus la fois prochaine, on peut mesurer les polluants à la fois particulaires
ou gazeux dans l'air ambiant. Déjà, on peut le mesurer à la réception du bâtiment, comme on le verra essentiellement la fois prochaine. On peut le mesurer pendant la vie du bâtiment, donc c'est-à-dire pendant l'exploitation du bâtiment, dans les 2 premières années du bâtiment, si on veut faire des réglages aussi, notamment d'un point de vue de la ventilation ou autre. Et ça, ce sont déjà 2 types de mesures qui sont avec des objectifs différents. L'avantage de la mesure à la réception, comme on le verra, c'est de mesurer le bâtiment sans son occupation, sans les activités, ménages ou autres, qui pourraient changer enfin, en tout cas, nuire à l'interprétation, on va dire, liée au bâti. Donc là, c'est possible. Et puis après, oui, les outils d'analyse. Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par outils d'analyse, mais oui, il y a des mesures en fait en passif, il y a des mesures en actif. Donc, mesure passive, c'est sans l'emploi de pompes. Actif, c'est avec des pompes qui permettent à l'air de diffuser dans un corps diffusif et voilà, une cartouche adaptée qu'on envoie en laboratoire pour analyser à la fois le NO2, le benzène, donc qui sont des composés gazeux, puis aussi il y a des filtres avec gravimétrie ou autres technologies qui permettent de mesurer les particules. En fait, sous ceci, on adapte le protocole en fonction du contexte du bâtiment, du temps qu'on a pour faire les mesures, du coût aussi que ça peut engendrer, voilà, du contrainte des pompes ou qui peuvent aussi faire un peu de bruit, etc. Mais alors, j'ai pas de ressources particulières à vous donner. Parce que le sujet est un petit peu complexe et Oui, riche. ça dépend. Voilà. Ouais. Après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut regarder plein de polluants de manière systématique dans les bâtiments. Par exemple, les produits d'étiquetage sont des produits, des substances qu'on peut regarder de manière globale à tous les bâtiments. Puis ensuite, on vient ajuster en fonction des spécificités du site ou du bâtiment. Le Mm. site, si on est contraint à du trafic automobile, comme on vient de le voir, on va aller chercher les particules en air extérieur et intérieur pour la mesure à réception, pour voir si on a bien fait le boulot sur le transfert, pour limiter le transfert des polluants particulaires. Surtout s'il y a une filtration de double flux, pour voir si elle est avec une efficacité au rendez-vous. Mhm. Ensuite, pareil, s'il y a une construction en bois, par exemple, on va aller chercher l'exaldéhyde ou des polluants qui sont spécifiques au bois. Donc voilà, le protocole, il s'ajuste en fin de diagnostic en fonction aussi du contexte du bâtiment ou du site. Très bien. On va passer à une autre question qui concerne les produits de construction. Il y a Oui, quelqu'un qui souhaiterait que tu reviennes sur la notion d'émission sur la notion de 28 jours pour les choix oui, de peinture. oui. Est-ce que je réaffiche ou Oui, pas? vas-y, réaffiche, oui, comme ça permet de Euh, clarifier. alors, hop, est-ce que vous voyez le slide? Oui, c'est bon. Attendez, hop. Ici, donc, c'est la norme ISO 16000 qui décrit comment sont faites des mesures de composés organiques volatiles pour savoir à quelle classe d'étiquetage un fabricant est soumis pour ce produit. Donc, en fait, un échantillon sort du fabricant, il est préparé et envoyé dans la foulée au laboratoire. L'échantillon est placé en chambre d'essai dans des conditions maîtrisées de température, d'humidité relative ou de renouvellement d'air. Donc, voilà, sous les mêmes conditions que tous les échantillons sont testés. Et ensuite, en fait, on mesure dans l'air ambiant de cette chambre d'essai, après 28 jours donc, de dégazage, quelles sont les émissions du produit sur les 10 sur les 10 substances qui sont affichées dans le slide que j'ai à l'écran. Voilà comment ça se passe. Donc, en fait, quoi dire, c'est qu'en fait, en fait, c'est parce qu'une peinture, par exemple, pour être bien sèche, c'est pas au bout d'un jour ou deux. Tous les produits en fait émettent et on se dit que c'est à 28 jours qu'il faut regarder les émissions selon la norme. Ce que je voulais dire, c'est que dans les problématiques de rénovation en site occupé, on n'est pas à 28 jours, on est souvent plutôt à 3-4 jours dans le cas de bailleurs sociaux qui feraient des rénovations en site occupé. Donc, on peut créer aussi des sensibilités si on fait revenir les gens tôt et qu'on n'a pas fait attention aux produits de construction. C'est pour ça qu'il y a un intérêt encore plus grand à sélectionner des produits faiblement émissifs
dans le cas de sites occupés. Et puis, c'est aussi un problème pour les artisans, c'est-à-dire que là, bon, la classe, c'est normal que l'étiquetage, enfin, ait regardé une durée plus longue, parce qu'en fait, souvent, entre la pose d'une peinture et la réception du bâtiment, il y a quand même une durée importante qui a lieu. Mais c'est aussi le problème des artisans, en fait. Tous les peintres disent qu'à la fin de la journée, ça tourne un peu, que ça, c'était les anciennes peintures, en fait. Aujourd'hui, les compositions ont évolué, mais malgré tout, eux, ils sont pas exposés à 28 jours, ils sont exposés au moment de l'application. Donc, faut pas que ça donne une fausse bonne information de sécurité aussi aux artisans. Pour eux, l'exposition, elle est pas la même. Voilà ce que je disais pour la partie Donc, mesure. Je sais pas si ça répond. j'espère que c'était plus clair pour la personne qui a posé la question. J'ai aussi une autre question, Céline, sur le suivi de chantier. Donc, il n'y a pas de science infuse sur le sujet, mais la question, c'est comment vérifier sur le chantier, sur le chantier la bonne utilisation du bon produit. Enfin, là, c'est-à-dire le Ouais. produit prescrit, parce qu'il y a souvent des écarts entre la demande écrite du cahier de charge et de ce qui est réellement proposé. Donc, ça, c'est la mission que vous avez souvent dans le cadre de vos Oui. missions. En fait, il y a plusieurs sujets en partie chantier. C'est effectivement la première, comme la personne le décrit, c'est comment veiller au respect des produits appliqués par rapport aux prescriptions qui avaient été faites. Donc ça, on va rentrer dedans un petit peu voilà, juste après. Par contre, il y a d'autres sujets. Il y a aussi comment traiter le sujet de l'humidité et être sûr que on a parlé de ça la première fois et on en parlera peut-être un peu plus la prochaine fois. Le sujet de l'humidité qui est en soi de l'eau, donc c'est pas un polluant en soi, mais l'excès d'humidité en phase chantier prédispose à des développements de moisissures ou bactéries ou autres micro-organismes dans les systèmes de ventilation, sur les parois de plaques de plâtre ou autres. Donc là aussi, c'est un gros sujet en phase chantier. Comment se prémunir de ces désordres-là? On ira voir ça la prochaine fois. Et puis aussi le sujet de la ventilation, qui est un gros sujet en partie chantier. Mais pour la première catégorie donc, qui est bien le choix des produits et le respect des produits. Là, effectivement, comment on s'y prend? En fait, il faudrait une attention de tous les jours sur les chantiers, concrètement, pour passer et veiller tous les jours à cela. Donc, ce qui est impossible, en tout cas à notre niveau, puisqu'on est AMO bien souvent et peut-être là une fois par mois, dans le meilleur des cas. Donc bah, quand on passe déjà, on scrute tous les produits disponibles et visibles pour voir si ils bénéficient de l'étiquetage, des labels ou de la phase aqueuse ou autres qu'on pourrait demander donc, pour les différentes familles de produits. Donc déjà, bah, on a un œil attentif et quand il y a un désordre, on le fait remonter. Après, ce qu'on fait de plus en plus dans les projets, c'est de fabriquer des checklists adaptées au projet tous les choix des produits qui ont été faits en phase DCE et dans les CCTP pour ben, la transmettre à l'architecte ou à une personne de la maîtrise d'œuvre qui pourrait avoir un œil plus régulier sur le chantier. Donc, ça veut aussi dire qu'on a fait un petit moment de transmission de tout ça pour qu'il puisse comprendre pourquoi ouais, il faut regarder tout ça, etc. Mais ou ça peut être le maître d'ouvrage directement si quelqu'un voilà, veut porter ça, mais il n'y a pas de bah, ouais, il y a pas de choses, hein, de solution voilà, clé en main pour améliorer, mais le phase chantier est une grosse phase. Donc là aussi, nous, chez Medieco, par exemple, ce qu'on fait, c'est on met aussi en place un atelier de sensibilisation des entreprises euh, pour les sensibiliser sur la qualité de l'air intérieur directement sur le chantier. Donc, on a parfois un atelier dès la partie gros œuvre pour sensibiliser aux questions d'humidité. Et puis, en début de seconde œuvre, on fait aussi un atelier là qui est très important par rapport à toutes les émissions dans l'air intérieur des produits de seconde œuvre. Donc là, un atelier qui est organisé avec la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et surtout ben, qui vise à avoir les compagnons qui travaillent sur le chantier. C'est aussi un outil pour, euh, pour améliorer les pratiques et le choix des produits sur le chantier et pour rappeler que les ambitions ont été inscrites dans les pièces écrites. Ça, c'est très important aussi. Mm. Et de toute façon, c'est cohérent aussi avec d'autres démarches, notamment réglementaires. Je pense à la RE 2020 qui maintenant, souvent dans construction neuve, impose un contenu carbone dans les produits prescrits. Donc, c'est une démarche parallèle. Il y a une prescription et il faut s'assurer que la prescription
soit bien respectée. Alors pour la Euh, qualité de l'air, la réglementation, elle se limite à bah oui, des produits qui bénéficient de la classe A+, mais ça, si le fabricant n'a pas posé l'étiquette, c'est qu'on n'en a quand même pas beaucoup des cas où il n'y a pas l'étiquette. Par contre, après, oui, c'est vérifier que c'est la bonne étiquette et d'aller chercher le rapport d'essai, donc il faut aller creuser quand même. Après, sur la partie réglementaire, enfin en tout cas, les règles de l'art, c'est de mesurer les débits à réception des bâtiments, les débits de ventilation. Ça, c'est des règles de l'art, donc dans ce cas-là, on rappelle les règles de l'art. Mais rappeler les règles de l'art, c'est aussi utile parce que les mesures de débit de ventilation à réception des bâtiments, c'est important de les obtenir pour vérifier là aussi qu'on a les bons débits qu'on attendait. Mais il n'y a pas beaucoup de choses réglementaires sur la partie qualité de l'air intérieur encore. Donc, ça reste une démarche volontaire. C'est pour ça qu'en phase chantier, c'est important de bien porter en lien avec la maîtrise d'ouvrage ben, cette attention pour pas qu'il y ait voilà, une perte d'ambition à ce niveau-là. mm. Euh, je vais prendre quelques questions qui ne sont pas directement liées au contenu de ce webinaire. La première, c'est quel organisme contacter pour identifier la pollution intérieure. Donc, il faut déjà, on va peut-être supposer que la question, c'est de mesurer, enfin, Bah, de dans ce cas-là, quantifier. nous, on est capable d'accompagner, de vous accompagner pour identifier oui, le protocole à réaliser et puis oui, planifier ça Donc, ensemble, ça c'est possible. Chez Medico, on donc, sait faire de la mesure donc de l'air la intérieur. réponse plus générale, c'est il existe des bureaux d'études spécialisés qui sont capables de faire un diagnostic de l'état initial qui peut peut-être des fois, en rénovation, supposer des mesures. C'est ça. Euh, Parce que c'est vrai que là, quand on a parlé de diagnostic de l'état initial, tu as focalisé sur le transfert de pollution venant de l'extérieur. Dans l'existant, on peut aussi avoir un cas de pollution dans l'existant. Et Donc, ce il y qui a est peut-être important, c'est de bien retenir que mesurer, c'est très, voilà, tout existe, on va dire. Ce qui est important, c'est de bien définir un protocole adapté au projet, à son contexte, à ce qu'on cherche. Voilà, l'objectif, on va dire, de la mesure. Et puis ensuite, de savoir interpréter aussi ce qu'on a comme résultat. La partie interprétation est essentielle et la réelle plus-value en fait de telle mesure de qualité de l'air intérieur. ouais. Ensuite, on a deux questions qui portent sur la ventilation. Donc, c'est le sujet du prochain webinaire, mais ça Ouais. permettra peut-être de faire un petit échauffement à ce sujet-là avant le prochain qui aura lieu dans un mois. Donc, une première question qui concerne le danger, ou enfin plutôt le risque, si on ne fait pas un remplacement régulier des filtres du système de ventilation. Euh, un non-remplacement des filtres entraîne déjà, bon, c'est pas la santé, mais on surconsomme au niveau des moteurs, vous le savez bien. Donc, d'un point de vue énergétique, on sort du champ du webinaire, mais déjà, on surconsomme. Donc, le énergétique, c'est pas bon. Mm. Et surtout, comme les filtres sont saturés, ben, en fait, ils ne filtrent plus. Donc, en fait, on n'a plus d'efficacité du filtre euh, pour limiter le transfert des pollutions extérieures vers l'intérieur. C'est pour ça que le choix du système en phase conception voilà, est très important et doit aussi inclure l'aspect maintenance pour anticiper ces changements-là et les prévoir selon les recommandations du fabricant en termes de périodicité, mais aussi et ben voilà, des témoins d'encrassement des filtres, c'est pas compliqué du tout à mettre en place dans un système de ventilation et ça permet d'avoir une alerte quand le filtre est encrassé, par exemple. Mm. Alors, j'hésite de prendre la prochaine question parce que ça déborde vraiment sur le sujet ventilation de la prochaine fois. Encore une fois, on va le considérer comme un échauffement en simple flux en logement quand on a juste les entrées d'air Mm. au niveau des fenêtres. Est-ce qu'il y a une possibilité du tout de filtrer dans ce contexte-là ou c'est... Alors en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, s'interroger si on est en système simple flux hygro-réglable ou auto-réglable. Si la question n'est pas Là, précise, c'était enfin, plutôt hygrorégulable dans la question, oui. sur hygro-réglable, bon, bah, bah, déjà, le système simple flux ne permet pas de. Enfin,
Il y a des solutions hybrides qui existent aujourd'hui pour essayer de limiter, par exemple, la concentration particulière. Il y a des systèmes qui permettent de fonctionner par enfin, un système de filtration électrostatique qui permettent de capter les particules en fait par un système, enfin une efficacité mécanique. Par exemple dans les volets roulants ou par exemple dans les entrées d'air qui permettraient d'abattre la concentration particulière. Donc ça, en plus, on a travaillé avec ces fabricants aussi, on a enfin, discuté avec eux. Donc en fait, on a mis ça aussi sur les projets. Il n'y a pas encore beaucoup de retours d'expérience, mais en tout cas, c'est une solution qui parfois permet de pallier un petit peu à ces problématiques-là. Par contre, voilà, faut voir si selon les contextes de pollution extérieure, ça peut suffire ou pas. Si par rapport aux problématiques aussi des fois acoustiques, ça peut poser problème ou pas. Voilà. Donc en fait, c'est une solution de pouvoir faire ça parfois, mais c'est pas, on va dire, c'est à discuter, voilà, en fonction des projets. Oui, très bien. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes du temps dédié à ce webinaire. Donc, ceux qui souhaitent approfondir le sujet de la ventilation, on vous invite à nous rejoindre pour le prochain webinaire. Je vais prendre le temps avant de se quitter de vous donner quelques informations pour aller plus loin. Notamment, tu as mentionné, Céline, en début du webinaire, la démarche écrin. Donc, vous commencez à l'appréhender que la prise en compte de la qualité de l'air peut être compliquée. Ça mérite une attention particulière. Il y a des méthodes pour ça. Donc, notamment la démarche écrin qui se développe dans quasiment toutes les régions en France. Pour initier une démarche écrin, on doit être accompagné par un accompagnateur écrin. Donc, vous pouvez devenir accompagnateur écrin si vous êtes architecte, bureau d'études, et même les maîtres d'ouvrage, je pense, peuvent être accompagnateurs écrin. Donc, il y a une formation à Paris qui est organisée par nos consoeurs, l'association Ecopolis, qui est le centre de ressources en Île-de-France. Et aussi, si vous êtes maître d'ouvrage ou maître d'œuvre pour un projet et vous souhaitez apporter une attention particulière à votre projet, vous pouvez trouver un accompagnateur. Il en existe. Ce n'est pas obligatoirement quelqu'un de votre région. En tout cas, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'association Terre Agiliste qui porte la démarche. Donc, j'ai mis le lien sur le slide. Là, vous pouvez trouver tous les accompagnateurs écrins qualifiés en ce moment. Et en Bourgogne-Franche-Comté, il y en a deux. J'ai mis aussi une information sur une formation qui aura lieu toute l'année 2026. Donc, il est possible en ce moment de s'y inscrire jusqu'au 16 décembre. C'est une formation qualifiante qui est organisée en partenariat entre la Suisse et la France. C'est une formation qui vise à former des professionnels qui sont capables de diagnostiquer une situation problématique en matière de radon et trouver une solution, préconiser une solution pour remédier aux déconcentrations trop élevées et aussi de faire exactement ce que Céline nous a fait aujourd'hui, mais à l'échelle d'un projet, de conseiller, de faire des préconisations de travaux pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur dans un bâtiment neuf ou existant. Donc cette formation, elle est possible à suivre, elle est quasi entièrement en distanciel, elle est possible à suivre complètement sur toute l'année. Je crois que c'est les vendredis, les séances de formation. Ou alors, on peut choisir des modules spécifiques qui pourraient être intéressants. Donc, n'hésitez pas à consulter les informations concernant cette formation. Et puis finalement aussi, vous indiquez que sur le site du pôle énergie, nous avons sélectionné un ensemble de ressources. Il y a des sites de référence, des guides, des outils pratiques que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos projets. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis, pour rappel, donc, j'ai mis dans le chat pendant le webinaire le lien vers le premier webinaire qui était donc dédié aux enjeux et stratégies pour les acteurs du bâtiment. Vous venez de suivre le deuxième webinaire concernant le diagnostic et le choix des produits de construction. Et n'hésitez pas à nous rejoindre pour le troisième webinaire qui aura lieu le 12 décembre, qui sera donc dédié au rôle de la ventilation et comment garantir le renouvellement d'air et aussi réussir les phases de chantier et de réception qui étaient déjà abordées dans les questions d'aujourd'hui. Donc, vous êtes impatient d'en savoir plus.
Avec ces mots, je vous remercie d'abord, je remercie Soline d'avoir pris de son temps pour nous partager son expertise. Merci. Je remercie aussi l'ensemble des participants de s'être connectés et pour vos questions. Et je vous donne rendez-vous à Soline et à ceux qui le souhaitent le 12 décembre pour le troisième webinaire dans le cycle. Merci beaucoup et bon appétit à tous. Au revoir. Merci à tous.